Amis d'Azinat, bonsoir, bonjour, enfin ça dépend à quelle heure vous regardez l'émission. Bienvenue au relais de poche pour cette chronique littéraire. Alors ce coup-ci, nous allons dans la science-fiction, l'anticipation. Nous allons savoir tout à l'heure exactement ce qu'il en est. Merci Nicolas Hindar pour votre présence. L'Apocalypse selon Max, et pas Marx. Ah non. Tome 1. Tome 1, donc ça voudra dire qu'il y en aura une seconde. Société des écrivains, publié chez Publibook, en fait, c'est Publibook derrière. Voilà. Nous allons présenter donc cet auteur ariégeois. Déjà, ce titre mérite un commentaire car il renvoie à beaucoup de références. L'Apocalypse selon Max. Pourquoi ce titre? Alors Max... Quand on a fait un peu de science-fiction ou autre, ou d'anticipation, ça nous renvoie à pas mal de trucs. Hein. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Oui, ça renvoie bien évidemment aux racines théologiques de notre culture et à l'Apocalypse. Et ça renvoie aussi au chaos, ouais, tout simplement. Le chaos qui va régir la vie des personnages, en fait, dont on reparlera peut-être plus tard, et qui va rebattre les cartes des relations humaines, puisqu'en fait, ces personnages-là vont devoir en fait réapprendre à vivre à travers ce qui va s'abattre sur leur destinée. Et Max, pourquoi? Parce que ça me plaît. Parce que Max, derrière c'est Maximus, hein, c'est celui qui peut le plus. Et puis vous reconnaîtrez aussi une référence cinématographique qui m'est chère, qui vient en fait des films australiens des années 70. C'est ça. Voilà, tout simplement. Donc vous avez choisi un roman post-apocalyptique. Oui, pour commencer. Oui. Qui parle des dérives de notre époque, en fait. Oui. Puisqu'on est... le démarrage, je ne sais pas trop si on ne part pas d'aujourd'hui pour arriver dans pas longtemps. Pourquoi avoir choisi ce genre littéraire? Est-ce que c'est une passion pour vous, l'anticipation, ou c'était un choix délibéré pour poser votre roman? Alors c'est quelque chose sur un sujet dans lequel je me sentais à l'aise, puisque c'est un premier roman. Qui va donner suite au deuxième que je suis en train d'écrire. Et c'est aussi parce que, comment dirais-je, j'ai pas voulu situer l'époque en fait. Elle peut être, ça peut être maintenant, ça peut être dans 50 ans, ça peut être dans 100 ans. C'est Max est un homme ordinaire qui est inscrit dans une vie ordinaire, avec une famille ordinaire, et qui vit en fait les choses comme les nôtres. C'est quelqu'un que je ne décris pas non plus. Non. Et que je ne décrirai jamais, puisque en fait, il peut être n'importe qui. Et tout simplement pour cette raison-là, en fait. Voilà. Et l'Apocalypse, en fait, et la science-fiction, c'est parce qu'en fait, le temps passe. Et des fois, on ne comprend pas vraiment, on comprend plus la société qui... les choses arrivent tellement vite qu'on se demande si on n'est pas un peu trop vieux pour les comprendre ou si on n'est plus dans le coup. Et en tout cas, j'ai voulu, à partir de ce roman, c'était une forme d'exutoire. C'est-à-dire que j'avais envie de dire tout ce que je trouvais absolument absurde et surréaliste dans la société dans laquelle on vit, toutes les précipitations dans lesquelles on est. Modernes, voilà, les dérives modernes et financières aussi. Beaucoup contre la société de consommation. Oui. Vous pointez avec force de tendance dictatoriale vers laquelle on semble s'enfoncer. Oui. Autant de dérives consuméristes et plutôt modernes, autant la dérive totalitaire est un soubresaut de l'histoire. Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans tout ça? La montée des extrêmes. Ce qui m'inquiète le plus, en fait, et c'est ce que je développe un petit peu dans le... Alors, je n'en dirai pas beaucoup, mais ce que je développe un peu dans le premier tome, et que je vais surtout axer sur le deuxième, c'est un peu cette notion de techno-fascisme, quoi, en fait. Et de cet impérialisme qui nous régit et qui nous prend de plus en plus de liberté, quoi. Le thème central, en fait, du livre, c'est finalement de demander, voilà, Max est un homme ordinaire qui a une vie comme tout le monde, et il se pose la question de savoir s'il peut arriver à être heureux. Et est-ce que l'homme moderne peut être heureux dans la vie qu'on vit tous, quoi. Voilà. Qu'est-ce que le bonheur de l'homme du XXIe siècle, hein, si ce n'est que la recherche incessante d'être heureux, en fait. Et cette espèce de quête que je trouve un peu absurde, elle détruit en fait l'amour qui régit les hommes, à mon sens. Et c'est pour ça en fait que ces personnages vont être plongés dans l'apocalypse, parce que ça va rebattre complètement les cartes des données et des relations humaines et des passions humaines qui vont pouvoir repartir à zéro, où on va pouvoir vraiment choisir en fait les relations qu'on va avoir avec les uns et les autres. Alors on ne va pas forcément rencontrer de bonnes personnes, mais on va être aussi confronté à des valeurs morales qui ne seront pas basées uniquement sur l'argent.
Votre récit va crescendo tout au long du roman, les héros tombent de Garibaldi là, jusqu'à un final qui ne laisse rien à l'avenir. J'ai parfois eu l'impression que c'est votre écriture qui a construit le scénario et maintenant une pression croissante. Oui. Est-ce que je me trompe Non. Alors, non, pas du tout, parce qu'en fait, le livre est écrit est écrit au présent et au passé composé. Il est écrit un peu comme un journal de bord, en fait. C'est-à-dire que le personnage, il est comme nous. Il y a des jours où on n'arrive pas à toucher terre, où on se couche, on ne sait même pas si on a travaillé, si on a dormi, quel jour on est, parce qu'on est tout le temps sous pression. Et cette apocalypse qui s'abat sur lui, en fait, elle s'abat sans crier gare. Et lui, en fait, c'est un peu la métaphore de l'homme pressé, de l'homme moderne, en fait. Et donc, ça va crescendo, parce qu'au fur et à mesure que les choses, que le roman avance, les choses s'aggravent. Et il doit de plus en plus faire face à des décisions très importante. Donc voilà pourquoi j'ai voulu créer cette tension et cette angoisse qui régit les personnages et qui à la fois leur donne la force d'avancer. Voilà. En même temps, vous attachez à défendre la cellule familiale Oui. d'une manière large, mais comme étant ce que peut être l'amour. Oui. Votre famille traverse le récit, pas la vôtre, la vôtre Oui. dans le livre. Votre famille traverse le récit de la vie, la mienne. En acquérant des compétences tout au long des pages, ou Oui. l'acquisition des compétences, Oui. ça renvoie à d'autres références. Oui. Comment avez-vous justement construit ce mythe pour arriver à la mythologie Oui, alors oui, le mythe de la famille, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on vit quand même des périodes de recomposition, enfin, qui ne sont pas forcément plus importantes qu'autrefois, mais enfin, on vit quand même sur une décomposition, je dirais plus des relations qu'une véritable composition, qu'une véritable unification. Et j'ai voulu essayer de montrer que la famille pouvait rester soudée malgré les épreuves. Mais il n'y a pas que ça aussi derrière, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce personnage qui s'inquiète pas, mais qui voit aussi ses enfants grandir et qui saura qu'un jour, il va devoir les laisser, ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Alors le contexte n'est pas forcément très bon, mais c'est un peu une métaphore aussi d'une famille, on dirait lambda, où à un moment donné, les enfants vont prendre leur envol. Et on se pose des questions de savoir si on a bien fait des choses avant que l'oiseau quitte le nid. Les enfants beaucoup s'en arrière. Ouais, exactement. Voilà. Voilà, Midazina, c'est de la littérature post-apocalyptique, je vais le dire, Oui. post-apocalyptique. Vous pouvez vous adresser à votre libraire pour vous procurer le roman de Nicolas Hinard, L'Apocalypse, selon Max. Merci. Tome 1. Tome 1, le tome 2, ce sera de la science-fiction. Et ça sera Pure. quand Et c'est en cours d'écriture, mais Bon. je prends le temps justement parce que ne soyons pas trop pressés. Voilà. Nous pressons Je pas. me devais de poser la question. Merci beaucoup.